Voilà, je pense que vous l'aurez deviné, vous pouvez à nouveau faire un tonnerre d'applaudissements, c'est très bien. Bonjour madame. Bonsoir. Alors Fabien, déjà merci d'être là, et puis on va commencer très simplement, hein. Je pense que tout le monde est au courant. Aujourd'hui, c'est la sortie officielle du nouvel album Reflet. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, pour commencer, à quel moment tu as commencé à bosser sur ce nouveau disque? J'ai bossé il y a un peu moins d'un an, je pense, avant Noël. Je commençais à écrire 2-3 textes comme ça qui me passaient par la tête. Et après Noël, c'est là où je me suis dit, tiens, j'aimerais bien que cet album soit enregistré avant l'été. Et du coup, voilà, c'est là où j'ai un peu accéléré le rythme d'écriture et de va-et-vient avec les musiques. C'est-à-dire que j'ai demandé à Mosiman de me proposer des prods, des productions musicales, ainsi que Vincha. Et voilà, j'ai commencé à accélérer le processus d'écriture au début d'année 2023. Ouais. Alors c'est vrai que là tu sais que Vincha et Mosiman sont les deux principaux artisans de la production. Qu'est-ce que ça amène quand on est un artiste d'avoir un producteur nouveau, quelqu'un avec qui on avait travaillé pas avant, mais qu'est-ce que ça change à la couleur de cet album Là, avec Mosiman, on avait déjà travaillé donc, sur l'album Mesdames, donc du coup moi j'aimais déjà la couleur musicale de ce que m'amenait Mosiman, il est à la fois très fort pour trouver la petite mélodie très touchante qui t'amène un peu des frissons, et en même temps il est redoutable pour des morceaux très rythmés. Lui il vient de l'électro, il est DJ, donc du coup voilà, j'aime beaucoup son travail parce qu'il est capable d'aller sur beaucoup de terrain, et du coup je voulais qu'il me propose beaucoup de musique. Et moi, je voulais jouer le jeu d'écrire sur mesure sur les musiques. Des fois, c'est dans l'autre sens. Des fois, j'écris un texte et je demande à un musicien de composer autour des paroles. Là, on est plutôt allé dans le sens de la musique. Alors, quand tu as débuté, il y a une vingtaine d'années, tu étais connu pour ce qu'on appelait à l'époque le slam. Est-ce que tu considères que tu es toujours un slammer? Je dis ça parce que sur cet album, il y a pas mal de morceaux où c'est un petit peu plus up-tempo, ça chantonne un peu, il y a des petits refrains. C'est une évolution naturelle quand on a commencé comme toi avec le slam? Ouais, certainement, ça fait un petit moment que ça évolue au rythme des envies, au rythme des musiques qui accompagnent les textes. Et c'est vrai que moi, depuis le tout début, j'ai un peu arrêté de dire que j'étais slammer. Moi, j'aime le slam, je viens du slam et j'en suis fier. Mais le slam, c'est a cappella, c'est un moment de scène en live, donc face à un public. Donc quand on est sur un disque avec des musiques qui accompagnent le disque, déjà c'est plus vraiment du slam. Donc voilà, j'ai toujours essayé d'expliquer aux gens, voilà, je viens du slam, mais quand je suis sur un disque, je suis pas forcément slammer. Alors après, qu'est-ce que je suis, ça je sais pas. C'est vrai que je suis pas un grand fan des étiquettes. On peut dire que je fais de la chanson, que je fais du slam en musique. Certains disent mais ça s'approche du rap. Je dis bien sûr. Voilà, il y a pas de souci. Artiste, ça va. Oui, voilà, artiste, auteur, interprète. Appelez-moi comme vous voulez, ça me fait plaisir. Alors, un truc qui a changé ta vie depuis tes débuts, c'est que tu es devenu papa, et il y a un morceau dans lequel tu évoques justement la paternité des enfants, Retiens les rêves. Alors, il y avait Papa où t'es de Stromae, là c'est plutôt Papa t'es là, parce que t'es un peu papa poule quand même. Ouais, j'essaie d'être là, bien sûr, au maximum. Ouais, Retiens les rêves, ça parle de tous ces petits moments avec les enfants, des moments très banals, très classiques. Et finalement, c'est ça qui font des petits moments de bonheur, quoi. Et du coup, l'idée, c'est de se dire, ces petits moments-là, très classiques, ils seront pas tout le temps là, ils sont pas éternels. Et donc, du coup, on a envie de les retenir un peu, de les chérir, ces moments-là. Donc, c'est ça l'idée de Retiens les rêves. Une très belle phrase, c'est « On était des enfants tant qu'on n'en avait pas ». Ouais, c'est vrai que ça change tout. Alors, c'est que du bonheur, mais c'est aussi plein de responsabilités. D'un seul coup, t'es plus tout seul, tu vis plus que pour toi. Et du coup, même si tu as 30 ans, tant que tu n'as pas d'enfant, tu es encore un peu un enfant, quoi. Tu fais un peu ce que tu veux de ta vie, après ça change. Sur cet album, des gens qui font des grenouilles avec la tête. Ça approuve. Cet album, c'est aussi un peu un ascenseur émotionnel, parce qu'il y a des morceaux qui sont plutôt joyeux et solaires, comme celui-là. Et puis boum, après, il y en a d'autres un petit peu moins fun, comme Le jour d'après. Est-ce que tu peux nous parler de ce morceau qui est en 3 parties, qui est assez intense, hein? Alors déjà, sur le concept d'avoir des humeurs différentes, moi j'ai toujours aimé ça. J'aime dans la vie
on n'est pas tout le temps de la même humeur. Dans la vie, il y a des jours heureux et des jours plus durs, et j'aime bien qu'un album, ça reflète la vie. Et du coup, voilà, c'est vrai qu'il y a des morceaux graves, des morceaux durs, et puis derrière, des morceaux beaucoup plus légers et festifs. Alors là, le jour d'après, je parle de 3 histoires. C'est comme trois mini courts-métrages, pas gays, des drames de la vie. Il y a une petite fille malade qui a le cancer. Il y a un monsieur qui perd son travail et qui se retrouve à la rue, et il y a un accidenté de la route. Et ces 3 petites histoires-là, ça m'amène à une espèce de petite conclusion qui est d'avoir toujours le courage de regarder le jour d'après. Donc, évidemment, je parle un peu aussi de moi dans cette histoire-là, puisque j'ai aussi eu un accident de parcours assez redoutable, et du coup, l'idée c'était de garder la patience et le courage pour essayer d'espérer des jours meilleurs. Mais du coup, je parle pas que de moi. J'ai vu évidemment, de par mon parcours, plein de gens qui ont vécu des moments très durs, et j'ai vu une espèce de courage en eux, une espèce d'héroïsme qui m'a marqué. Alors cet héroïsme, il n'est pas choisi, cet héroïsme, il est obligé, ils n'ont pas le choix que d'être forts et courageux pour essayer de vivre normalement. Donc voilà, c'était une espèce d'hymne pour ces gens-là. Alors tu disais que quand on dit je suis rappeur, oui très bien et tout, ce qui est sûr c'est qu'en tout cas le rap tu le connais et tu en parles aussi, enfin tu l'évoques dans C'est aujourd'hui que ça se passe, il y a une petite référence à Demain c'est loin d'Ayam, d'ailleurs la fin de Autoreflet qui est très brutale, ça me fait aussi penser à la fin de Demain c'est loin. Qu'est-ce que tu as comme rapport avec les rappeurs? Est-ce que tu en croises de temps en temps? Est-ce que c'est un arc avec lequel tu flirtes un peu par rapport aux artistes qui en font? Ouais, bien sûr, moi je suis un grand fan de hip-hop, et notamment de hip-hop français. J'ai grandi en écoutant du rap français, et j'ai eu la chance très vite dans ma carrière d'en croiser, et d'en croiser même, de croiser les stylos avec eux. Voilà, j'ai fait des duos avec Kerry James, avec Oxmo Puccino, et puis j'ai croisé beaucoup de Solar, avec qui on a beaucoup discuté, les gars du 113. Je vous parle quand même de références que les moins de 20 ans ne connaissent pas très bien. On parle là du rap plutôt des années 90. Mais voilà, j'écoute aussi ce qui se fait comme rap aujourd'hui. Il y a encore des gens évidemment très très forts, même si évidemment le rap a évolué, et tant mieux, la musique est faite pour évoluer. Mais voilà, je me sens très proche d'eux, et voilà, on est cousins. Avant tout, on écrit des textes plutôt denses, des textes où il y a beaucoup de paroles, peut-être plus que dans de la chanson, de la variété classique. Donc on se reconnaît pour ça, quoi. Il y a un morceau moi, qui m'a fait rigoler, parce qu'il y a quelques années plus que toi, dans La Sagesse, tu donnes l'impression que tu te considères un peu comme un vieux. Qu'est-ce que ça fait le temps qui passe? Comment est-ce que tu as écrit cette chanson, qui est plutôt rigolote, mais en gros tu dis j'ai plus la ref, quoi. J'ai basculé, je suis passé de l'autre côté, c'est un peu ça. Ouais, c'est vrai que c'est marrant, à la fois moi je me sens hyper jeune, mais est-ce que je le suis vraiment, c'est pas sûr. Et du coup, je m'aperçois que sur plein de trucs, je suis passé de l'autre côté. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé les tournées, dans le tourbus, j'étais le plus jeune. Hein. Que ce soit les musiciens, les techniciens, ils étaient tous plus vieux que moi. Quelques tournées plus tard, je suis pas le doyen, mais pas loin. Il y a le chauffeur du bus, c'est peut-être un ingé son qui est plus vieux que moi, mais sinon... Et donc du coup, voilà, on se rend compte que ça évolue. Et du coup, les enfants aussi, ils te donnent ce coup de vieux, parce que maintenant, c'est les enfants qui me font découvrir des rappeurs que je connaissais pas, des youtubeurs que je connaissais pas. Et c'est grâce à eux que j'arrive encore de temps en temps à avoir la ref, la fameuse ref, comme disent les jeunes. Et quand t'appelles les jeunes, c'est que t'as pris un coup de vieux, c'est sûr. Et ça t'arrive d'avoir des bonnes surprises dans ce que peuvent te proposer des plus jeunes ou tes gamins? Ouais, bien sûr. Ah ouais, je suis content. Il y a des trucs que je trouve éclatés, comme disent les jeunes. Éclatés au sol. Ça veut éclater au sol, bien joué. Ça veut dire pas bien, parce que j'ai vu quelques gens d'un certain âge qui n'ont pas l'air de suivre. Mais j'ai vu des trucs très très bien. J'ai entendu des choses que j'aime beaucoup. Alors, Jacques Brel, il avait vu Vesoul avec sa copine. Toi, c'est Deauville. Alors, parle-nous de ce morceau dont le titre est cette ville balnéaire, pas si loin de Paris. Il faut écouter les paroles de Deauville. Tout est vrai, j'ai rien inventé. Et c'est ma première histoire d'amour électro, on va dire. Voilà, c'est sur un rythme très, très dansant, très festif. Mais pourtant, je raconte vraiment une rencontre et une histoire d'amour. Et elle m'a forcé à aller à Deauville. Je vous en dis pas plus, il faudra écouter la chanson pour ceux qui ne l'ont pas encore entendue. Alors, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cet album, c'est qu'il y a plein de moments, ça part d'un instant parfois très bref, en l'occurrence, je pense au morceau Rue Lafayette, où là, tu es en voiture et il se passe un truc. Est-ce que tu peux nous raconter la jeunesse de cette chanson? Parce que c'est vraiment une espèce de quelques secondes dans ta vie qui sont devenues une chanson qui est une des très très belles chansons de l'album d'ailleurs. Tout est dans le début de la chanson. Je
que je vais vous faire d'ailleurs. Tiens, donc, je suis au volant seul dans la. Attends, que je démarre bien. Voilà. Je suis au volant seul sous la pluie. C'est dur de démarrer ça. Attendez. On fait comme si rien n'avait existé. Vous effacez les stories que vous étiez en train de faire. Je suis au volant seul dans la nuit. La pluie est fine sur le trottoir. Les gouttes sur le pare-brise rendent floues les lumières des néons et des phares. C'est le mois de septembre à Paris, c'est la fin de l'été, des jours de fête. Un piano pleure dans ma radio, je m'arrête au feu rouge, rue Lafayette. Je regarde par la vitre sur le côté, un café est encore ouvert. Sous le store, un couple est attablé, serrant dans la main leur dernier verre, le dernier verre de leur histoire. Leurs deux visages ne trompent pas. La dispute touche à sa fin. Moi, j'arrive juste pour le résultat. Et à partir de là, je raconte ce que je vois, et en effet, ça sent pas bon pour ce couple, ça sent la fin d'une histoire. Et puis, finalement, je décide d'inventer leur histoire, et j'imagine qu'ils repensent à leur première rencontre à quelques rues d'ici, dans un autre café. Ils l'avaient abordé au comptoir et au culot, elle lui faisait tellement d'effets, etc., etc. Et du coup, voilà, tout ça est vrai. J'ai vraiment vu ce couple le temps d'un feu rouge rue Lafayette, et voilà, j'ai décidé d'en faire une chanson. Les réseaux sociaux étant ce qu'ils sont, peut-être que ce couple se manifestera en entendant la chanson. Qui sait ? Je vous cherche. Qui sait ? Je vous cherche. Donc, voilà, si vous vous reconnaissez dans cette chanson, contactez-moi. Est-ce que tu as fait beaucoup de collaborations ? Tu parlais de Kerry James, de beaucoup d'autres, d'Oxmo Puccino. Bon, il y a évidemment Charles Aznavour. Cet album-là, c'est plutôt toi en solo. Qu'est-ce qui change quand on fait des albums en duo, comme celui avec toutes ces chanteuses, des collaborations, et quand on est tout seul avec ses musiciens, son producteur ? C'est plus facile, d'être seul c'est plus facile. Un duo c'est toujours un exercice périlleux. Alors déjà il faut, ce qui n'est pas simple, croiser les emplois du temps pour se voir, pour discuter, et puis après retrouver un moment ensemble en studio, et ça paraît anodin comme ça, mais sur des calendriers d'artistes c'est pas toujours facile. Mais avant tout, il faut trouver le thème qui correspond aux deux, le texte. Alors des fois, c'est moi qui écris le texte pour les deux parties, et des fois, mon ou ma partenaire sur le duo, s'il est auteur ou autrice, évidemment, écrit sa partie. Mais il faut trouver le bon compromis, la musique qui va plaire aux deux. Voilà, un duo, c'est une alchimie à trouver, c'est pas tout le temps facile. Vous pouvez prendre les deux meilleurs artistes du monde, le duo marchera pas forcément. Je disais ça l'autre jour, au foot, c'est pareil. Vous pouvez mettre Neymar et Messi dans la même équipe, le PSG ils n'ont rien fait l'année dernière, hein, donc il ne suffit pas d'avoir les meilleurs aimants, il y a une alchimie à trouver, un duo c'est ça. Donc quand tu es tout seul avec juste tes musiciens, tes compositeurs, et en plus voilà, on se connaît bien et on fonctionne assez vite ensemble, ça va plus vite. Est-ce que pour cet album ou pour d'autres albums avant, tu as eu cette fameuse angoisse de la page blanche, c'est-à-dire les mots qui sortaient pas ou les morceaux qui n'étaient pas ? Est-ce que ça arrive quand on est un artiste comme toi ? Non, j'espère que ça m'arrivera pas tout de suite. Pour l'instant, ça n'arrive pas, mais je me pose pas trop la question, parce que en fait, j'écris à l'envie. Donc voilà, je me mets jamais à ma feuille en disant qu'est-ce que je vais écrire. Voilà, souvent c'est une chanson qui mûrit dans un coin de ma tête, et quand je me mets à écrire, voilà, je sais où je vais. On disait que ta musique a pas mal évolué au fil des ans et des albums. Est-ce que ton public, c'est un public fidèle ? Est-ce que tu as l'impression, quand tu tournes notamment, quand tu fais des rencontres, de revoir des têtes ou d'avoir des gens qui te suivent vraiment ? Je sais que tu as des fans assez hardcore qui connaissent vraiment tout de toi. Oui, bien sûr, il y a des têtes qu'on retrouve, et ça, c'est pour mon plus grand plaisir. C'est évidemment avec l'album Mesdames, certainement, on est un peu plus passé à la radio, certainement, on est allé convaincre un nouveau public, et il y a peut-être eu des nouveaux, mais voilà, ceux qui étaient là depuis le début, et qui étaient à l'époque des salles beaucoup plus petites, etc., ça fait toujours plaisir de les voir. Et il y en a pas mal, je pense. Dans le morceau qui ouvre l'album, J'ai vu de la lumière, tu parles presque avec nostalgie de l'époque où tu n'étais pas la vedette que tu es aujourd'hui, où tu remplissais pas forcément les salles. Est-ce qu'on a là, comme ça, quand on est un artiste installé, ce qui est ton cas, la nostalgie des années de plomb, des moments où on mange du pain avec du pain, comme dirait Fianso, le rappeur ? Ouais, il y a des choses comme ça. C'est vrai que, évidemment, j'échangerais ce parcours artistique pour rien au monde, et je suis tellement heureux de vivre tout ça. Mais c'est vrai que les années de galère, les années de bohème, comme aurait dit un Charles Aznavour, les moments où tu allais dans un bar pour slammer, personne t'attendait, personne te connaissait, et tu avais tout approuvé au moment où tu montes sur scène, il y a une petite nostalgie de ces moments-là, elle existe. Et tu te souviens encore de ta première scène, ton premier slam, c'était dans un café, je crois, du côté de Pigalle, c'est ça Place Clichy, pas très loin de Pigalle, c'est rue des Dames, un café africain. Ouais, j'étais allé dans ce même café un mois avant, j'avais assisté à une scène slam, j'avais vraiment adoré ce que j'avais vu,
et j'avais envie de participer tout simplement. Donc je suis rentré chez moi, j'ai écrit un texte dans la nuit, un texte qui s'appelle Cassiope. Et puis après j'en ai écrit un autre, et le mois d'après, puisque c'était une scène mensuelle, et j'y suis retourné avec une putain de boule au ventre, parce qu'en effet la première fois on devait être 40 dans ce café, pas beaucoup plus, mais évidemment c'était nouveau pour moi, je m'étais jamais découvert cette fibre artistique avant, et voilà, t'es là dans la salle, et en plus tu sais pas à quel moment le mec qui anime la soirée va t'appeler. Donc bien sûr, je m'en souviens bien. Et ça s'est bien passé, sinon je serais peut-être pas revenu, mais ça s'est très bien passé. Il y a une époque où quand on était chanteur, on faisait plein de télé, où on chantait, souvent en playback d'ailleurs. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que pour la promo, tu es souvent amené à chanter, ou est-ce que c'est plus du talk Non, il y a moins d'émissions de variété. Ça manque. Il y a Taratata, évidemment, l'émission musicale par excellence. On l'a enregistrée cette semaine, c'est toujours un grand plaisir, parce que là, on est dans des super conditions. Mais il y a un peu moins de prime, en direct, avec des vrais musiciens. Ça manque, alors bon, on essaye d'aller là où on peut aller. Mais la promo, c'est jamais facile. En plus, je peux rentrer dans les détails, mais chaque émission se tire un peu la bourre. Quand on est dans l'une, on n'est pas dans l'autre. Voilà, l'exclusivité. Donc si tu fais C'est à vous, tu fais pas quotidien. Et si tu fais quotidien, tu vois. Donc du coup, forcément, ça réduit un peu le nombre de possibilités de faire un beau live en télé. Mais bon, moi ça va, j'arrive à en faire encore quelques-uns. Donc on va pas se plaindre. Il y a plein d'artistes qui aimeraient en faire. L'album s'appelle Reflet, c'est le nom aussi dans des morceaux de l'album. Il y a une raison particulière que ce morceau-là donne son titre à cet ensemble de chansons? Oui, déjà parce que dans le morceau Reflet, je parle un peu de vous, je parle du public, où souvent dans la rue, des gens viennent me voir en me disant « j'ai l'impression que ce texte, vous l'avez écrit pour moi ». Et alors que non, je ne l'ai pas écrit pour lui, je ne le connaissais pas. Mais en fait, nos histoires se ressemblent, nos histoires se reflètent. Et c'est vrai que quand j'écris un texte personnel, finalement, il y a un écho universel, et plein de gens peuvent se retrouver dans ce thème-là. Donc voilà, du coup, c'est cette histoire de regard les uns sur les autres. Je ne sais même plus qui est le miroir de l'autre. Est-ce que c'est le public qui m'inspire des textes? Est-ce que c'est les textes qui se retrouvent dans mes paroles? Donc voilà, donc Reflet, c'est évidemment aussi une espèce d'hommage au public, où j'ai dit au début du morceau que ça fait bientôt 20 ans qu'on s'est rencontrés et qu'on a noué cette relation bizarre, puisque dans vos oreilles et vos maisons je suis entré et je vous ai raconté mes histoires. Et du coup, Reflet, d'une manière plus large, je trouvais que c'était un bon nom pour l'ensemble de l'album, puisqu'évidemment l'album c'est aussi le reflet d'une époque, le reflet de mon moment à moi, le reflet de notre société. Voilà. En tout cas, je suis sûr que ce morceau, quand tu l'as écrit, tu as pensé à la scène, parce que moi, quand je l'ai écouté la première fois, je me suis dit ça, ce truc sur scène, j'imaginais les salles en train de reprendre le refrain. Enfin, c'est très live finalement. Il y a un côté. Oui, bien sûr, complètement. Je t'avoue que quand j'écris des textes, je pense souvent à la scène, et ceux où je me dis là, on va faire la fête tous ensemble, et ça sent quand même plutôt le morceau de fin de concert. Bien sûr que j'y pense. Ouais. Et ça, c'est un morceau où la musique de Mosimann est arrivée avant, celui-là, ou c'était un texte en premier? Celui-là, pour pas te dire de bêtises, je crois qu'il m'avait proposé une... Non, c'est lui. Proposé une musique, j'ai écrit dessus, après on a failli en changer, puis on est revenu à la première qu'on a un peu retravaillé, mais oui, en effet, j'ai écrit sur mesure sur le rythme de cette musique-là, c'est vrai. Est-ce que le storytelling, c'est marrant parce que dans le rap français, c'était le grand truc des années 90, aujourd'hui c'est un peu disparu, c'est plus des punchlines. Toi, t'as encore cette tradition qui rappelle un peu la chanson française du début du XXe siècle, ou la chanson, je vais pas dire rive gauche, mais la chanson engagée parfois. Enfin, tu racontes des histoires. C'est important pour toi l'idée que la musique, c'est aussi justement des histoires, des narrations, pas seulement des mélodies. Ouais, moi, il y a plein de chansons très belles, notamment de rappeurs, etc., où je trouve qu'il y a des très belles formules, etc., mais à la fin du titre, tu dis, mais au fait, il parlait de quoi? Je sais pas, il y a des belles formules, mais tu sais pas de quoi il parle. Moi, j'ai du mal à faire ça. Moi, j'ai envie que les gens s'accrochent à une histoire, qui est une intro, qui est un développement, si possible une chute qui te laisse un petit peu, qui te marque. Donc, ouais, j'ai besoin de raconter des histoires, c'est la base. Alors, dans le monde de la musique, il y a deux extrêmes. Il y a des artistes, souvent des artistes urbains, qui parfois même d'eux-mêmes disent moi de toute façon j'arrêterai à 40 ans ou après 3 albums. Et puis de l'autre côté, tu as d'autres artistes, je pense à Mick Jagger qui a fêté ses 80 ans, qui fait toujours le fou sur scène. Toi, est-ce que pour toi, le chanter et être sur scène, c'est quelque chose que tu vas faire jusqu'au bout? Est-ce que tu te fixes aussi une limite ou un moment où... Non, je pense pas du tout à ça. Alors, ça veut dire, si j'y pense pas, ça veut dire qu'en tout cas que je me fixe pas de limite. Après, je sais pas, je dis pas qu'à 80 ans je serai sur scène, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, voilà, j'ai la chance de faire
une espèce d'art où je pense qu'il n'y a pas de limite d'âge. C'est-à-dire que, bah voilà, même quand j'aurai 50 ans, dans 20 ans, À peu près, 20 ans CFA. ou même 60 ans, bah voilà, j'ai l'impression que j'aurai encore des choses à raconter, que je pourrai toujours raconter des histoires, j'espère en tout cas. La tournée qui va suivre cet album, elle est déjà prévue? Tu sais déjà quel genre de tour tu vas faire? Elle est prévue, ça, voilà, les dates sont ouvertes, ça se remplit bien, on va faire une trentaine de zéniths pour la première partie, là, début 2024. Après, je sais, voilà, j'ai vu regarder un peu les morceaux que je voulais faire du dernier album, et puis nos petits anciens, nos petits classiques. Après, voilà, il y a encore tout à travailler, bien sûr, ça va démarrer en janvier, on a encore un peu de temps pour travailler la scène, la scénographie, la musique, tout ça. Avant de passer le micro au public, une dernière question. Est-ce que, parce que tu as un répertoire assez fourni maintenant, tu as des morceaux qui sont des classiques, est-ce que quand on est chanteur et qu'on tourne, comme c'est ton cas depuis moins de 2 décennies, est-ce qu'il y a des morceaux qu'on peut se lasser de chanter? Parce que des fois, quand on voit de l'extérieur, on se dit « Ah bah super, il va faire tel morceau », mais quand on réfléchit, on se dit « Il l'a peut-être fait 100 fois, 200, même 300 fois. » Plus. Ouais. Eh ben non, moi je suis le premier à être surpris de ça. Voilà, il y a des titres que je fais pratiquement depuis le début et ça va, j'ai pas l'impression de me lasser. Alors des fois on s'amuse à chaque tournée à le réarranger un peu musicalement pour l'amener un petit peu ailleurs, mais c'est vrai que quand il y a un public en face, des regards en face, et j'ai toujours l'impression de raconter une histoire comme si un peu je la racontais pour la première fois, donc ça va, j'ai pas l'impression de me lasser. De toute façon, je pense que le public est ravi d'entendre les morceaux qu'il connaît et qu'il apprécie. J'espère. Même si tu les as chantés, comme tu dis, plus de 300 fois. Non, le public, je suis pas inquiet pour eux, parce que le public, il m'a pas vu 300 fois. Non. Le public, il y en a peut-être quelques-uns, je sais pas s'il y en a beaucoup. 300 fois, ça fait là, faut être inquiet. Si tu... là, faut être inquiet. Ça fait à peu près 50 fois par tournée, ça fait beaucoup. C'est sûr. Eh ben, on a un petit peu de temps pour les questions du public. Je crois qu'il y a un micro qui devrait circuler. Est-ce que quelqu'un veut poser la première question? Ou s'il est timide, la deuxième, parce que souvent... T'as rencontré quand Suzanne? Suzanne? Alors je l'ai rencontrée, non, je n'ai pas dit Milan, j'ai dit Suzanne. Merci. Suzanne, on s'est rencontrés au Franco de la Réunion, juste avant cette petite pandémie mondiale. On était en mars 2020 du coup, et j'étais sur mon projet de l'album Mesdames, et j'avais envie d'inviter Suzanne sur mon album. Et je la connaissais pas personnellement, et j'ai vu qu'on était programmé le même jour au Franco de la Réunion, donc là on faisait un concert le même jour, au même endroit, et du coup je me suis dit, voilà, on était dans le même hôtel, comme tous les artistes de ce festival, et voilà, je me dis c'est l'occasion, je vais aller la voir, discuter avec elle de ce projet. Et ça a marché tout de suite, on s'est hyper bien entendu tout de suite, et voilà, c'était le début de l'histoire pendant 24 heures. D'accord. Question. Est-ce qu'on va revoir le trio avec Gaël Faye et Ben Mazou? Jamais. Non. C'était une histoire éphémère. Non. De toute façon, ça y est, on s'est embrouillé, on se parle plus. On en a pris énormément de plaisir à faire cet album qu'on a fait en une semaine, il y a 7 titres. Et sur scène, on s'est régalé. Mais voilà, Gaël est reparti au Rwanda écrire son bouquin. Moi, je suis reparti sur d'autres projets. On ne peut jamais dire jamais, on ne sait pas, dans 2, 3, 4 ans, est-ce qu'on se refait une petite dinguerie tous les 3, mais en tout cas, c'est pas d'actualité. Ça fera une semaine de vacances. Salut Grand Corps Malade, j'avais une petite question, enfin c'est pas trop une question, c'était pour te remercier d'avoir, tout à l'heure on parlait de Feuille Blanche, grâce à toi Renaud a réécrit un album, a retrouvé la scène et tout, tu peux nous rappeler cette rencontre avec Renaud quand il était devant la Feuille Blanche et que tu l'as aidé à écrire ta batterie? Je voulais l'inviter sur mon album qui s'appelle Il nous restera ça. C'était un album collaboratif où j'invitais une dizaine d'auteurs sur l'album pour écrire et interpréter eux-mêmes leurs textes autour de cette phrase Il nous restera ça. Voilà, personne, voilà, je ne dévoile aucun secret en disant que Renaud n'allait pas bien. Ça faisait 8 ans qu'il avait ni écrit, ni monté sur scène, ni rien. Et du coup, voilà, on se connaissait un peu. Je suis allé le voir chez lui, dans le sud, pour essayer de le secouer un peu, en disant, parce qu'il m'avait dit un oui de principe pour participer à l'album, mais après il fallait le secouer, hein, je vous confirme que c'était pas facile. Donc je suis allé le voir et puis je l'ai presque forcé un soir à table, j'ai sorti une feuille, un stylo, il me dit on verra demain, il voulait toujours remettre à demain. Demain moi j'avais un train, donc ça va être ce soir. Donc voilà, j'ai pris une feuille, un stylo, et on avait évoqué l'histoire de son fils, et il lui avait offert une batterie, donc je suis parti sur ce thème en disant peut-être on pourrait raconter pourquoi il avait envie d'une batterie, pour faire chier sa mère, pour réveiller les voisins, ou pour réveiller ce monde endormi, il avait besoin de faire du bruit.
et il trouve que c'est une bonne idée. Donc voilà, on est parti sur ce thème-là. Il a un peu de mal à se mettre dedans, c'est moi qui ai trouvé peut-être juste les premières phrases de cette chanson, et après, clac, il y a eu le déclic, il s'est remis à écrire, à compter sur ses doigts pour trouver le bon nombre de pieds, de vers, etc. Et du coup, pour le fan que je suis, c'était un moment évidemment hors du temps. Bonjour, alors déjà, merci pour tout ce que tu transmets à travers tes musiques. Et je voulais savoir, qu'est-ce que tu dirais à un jeune artiste qui voudrait se lancer? Alors à part lance-toi, crois en toi, non mais évidemment il n'y a pas de recette magique, on me pose toujours cette question-là, on me dit comment je peux faire pour me faire connaître, etc. Si j'avais la recette, je serais très riche, je la vendrais à plein de gens, je ne sais pas. Non, il n'y a pas de recette, évidemment il faut déjà la passion, il faut avoir envie, il ne faut pas mettre toute sa vie là-dedans, parce que voilà, c'est mieux d'avoir aussi un petit truc à côté, parce que c'est jamais gagné. Mais en tout cas, il ne faut pas hésiter, il faut y croire. De toute façon, il faut croire en scène, ça c'est sûr. Mais malheureusement, à part ces quelques grandes phrases-là, je ne pourrais pas te donner de conseils particuliers. Bonsoir, je voulais savoir s'il y avait un titre ou un album qui te fait kiffer, que tu écoutes en boucle en ce moment chez toi. C'est pas très très neuf comme album, mais voilà, j'ai saigné, comme on dit, comme disent les jeunes, le dernier album de Ben Mazué, vraiment, au-delà d'être mon pote, c'est vraiment un artiste que j'aime énormément. Le dernier album de Suzanne aussi, alors ça fait un peu corporate, je parle de mes potes, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je suis quand même très, très français, quoi, très chanson française. Moi, je suis pas bilingue, et quand ça va vite en anglais, je capte rien. Et du coup, c'est vrai que j'aime bien m'accrocher à des histoires. Si j'ai d'autres idées, je te dis, je réfléchis. Du coup, j'avais une question par rapport à une de tes dernières chansons. On vous entend. Ouais. Tu parles d'enfants malades, et je voulais savoir si c'était en lien avec tout ce que tu fais avec l'association des enfants qui sont malades et qui ont le cancer. On a eu l'occasion de te voir sur le dernier spectacle, et c'était magnifique, et je crois que voilà, c'est important pour toi. Ouais, bah, bien sûr, bien sûr que c'est en lien. Le premier couplet de ce texte, le jour d'après, je parle d'une petite fille qui a le cancer, et moi je suis parrain d'une association qui s'appelle Sourire à la vie, qui est extraordinaire, qui fait des choses magnifiques et qui accompagne des enfants malades. Et du coup, ouais, bien sûr, c'est évidemment quelque chose que je vois. Ça fait 12 ans que je travaille avec eux, que je fais des projets avec eux, donc forcément c'est très important pour moi. Et ce premier couplet, c'est évidemment un petit clin d'œil à cette association, et surtout aux enfants et au courage incroyable qu'ils ont, et ils nous donnent pas mal de leçons. Ouais. Renseignez-vous, allez voir Sourire à la vie sur les réseaux de ça. C'est une association qui monte, qui fait beaucoup de projets. J'ai la chance d'être leur parrain depuis une douzaine d'années. Ils font des trucs incroyables. Évidemment, n'hésitez pas aussi, pour ceux qui ont des sous, à faire des dons. C'est le nerf de la guerre pour les assos. Mais voilà, en tout cas, je suis très fier de bosser avec eux. J'ai une question. Bonjour à toi, je m'appelle Nour et je voulais savoir t'es quelle origine? Je suis français, et j'ai une origine italienne. D'accord, et une petite question, est-ce que tu aimerais bien faire l'humoriste avec Jamel Debbouze à Marrakech de Rire? Pas spécialement. J'adore Jamel, j'ai beaucoup de respect pour sa carrière, je le connais un peu, on s'entend bien, mais non, le Marrakech du Rire, c'est pas quelque chose qui m'attire spécialement. J'aime bien, moi, faire des concerts avec mes musiciens. Alors, dès que j'y aille, si tu as envie, je veux bien candidater. D'accord, merci beaucoup. Merci à toi. Bonjour, je m'appelle Martine. Tu as de très beaux textes. Tu as fait un livre avec Ben Mazué, justement. Est-ce que tu as envie d'écrire un jour un roman ou un essai? Alors, j'avais déjà écrit un premier livre en 2012 qui parlait de mon année d'hôpital, de rééducation de ça, qui s'appelait Patient, au pluriel,
qui est d'ailleurs ce qu'on a adapté au cinéma après, on en a fait un film. Donc oui, l'écriture du coup ça fait ce livre-là, plus ce livre de correspondance avec Ben, donc j'ai cette petite expérience de littérature, même si le mot il fait flipper. Du coup, oui, pourquoi pas. Alors là, il n'y a rien de prévu, mais en tout cas, c'est un format. Moi, je m'intéresse à beaucoup de codes, de formats d'écriture, donc ouais, pourquoi pas revenir à ça. Et quels sont les auteurs que tu pourrais nous recommander si tu as beaucoup lu? Alors, j'ai jamais dit que j'ai beaucoup lu. Non. Alors... donc, si vous avez des auteurs que vous me recommandez, Yasmina Khadra et quelqu'un, j'ai lu pas mal de bouquins à l'époque, Pénac, quand tu es ado ou jeune adulte, ça t'aide à dire que tu lis des livres, parce que c'est facile d'accès et en même temps c'est brillant, c'est drôle. Toute la série des Malocènes et tout, bon voilà, si j'ai d'autres idées, je t'en reparle. D'autres questions? Non? Ah, c'est madame. Bonsoir. En fait, j'avais une question. Est-ce que tu fais toujours des scènes de slam jusqu'au jour Non, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Ça peut m'arriver vraiment, parce que j'ai encore des potes qu'on anime tout ça, d'aller faire une petite incursion, mais c'est très très rare, quoi. C'est pas du tout régulier. Voilà, je suis déjà très occupé, bien occupé, donc quand je suis pas en tournée, pas en promo, pas en projet, pas en machin, je suis à la maison, tranquille avec les enfants, j'ai un peu la flemme de ressortir faire une soirée slam. Et donc j'attends que les enfants grandissent un peu, comme ça on ira ensemble. Et autre question, en fait, est-ce que tu as pensé de faire une tournée plus grande que juste l'Europe, venir au Liban peut-être? J'ai déjà joué au Liban, j'ai joué à Beyrouth. Je sais très bien. Non, pour l'instant c'est pas prévu, mais voilà, j'ai eu la chance de jouer, ouais, je sais pas, dans peut-être une douzaine de pays. J'ai joué en Afrique, voilà, Sénégal, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le Mali, on a fait la République du Congo, un concert à Kinshasa, mémorable pour moi. Puis bien sûr, après, sur tous les pays francophones, Belgique, Suisse et Québec, je tourne pas mal au Québec. Après, voilà, il faut quand même que ce soit... Alors le Liban, il se trouve que c'est pas un pays francophone, mais c'est vraiment un pays francophile. Du coup, il y a beaucoup de gens qui parlent français. Mais moi, dans un pays vraiment qui parle pas français, ça va être chiant. Hein. Je pense que j'ai la chance d'avoir des bons musiciens, mais bon, je sais pas si ça suffira. Donc voilà. Mais bon, il y a quand même plein de pays francophones, ça laisse déjà pas mal de possibilités. Le micro arrive. Bonjour, merci beaucoup pour tous les beaux textes que vous écrivez et qui sont vraiment forts et qui donnent beaucoup de frissons parfois. J'avais une petite question, est-ce que parmi toutes les chansons que vous avez écrites, il y en a une qui est un peu votre préférée, enfin qui vous touche plus que les autres, ou parce qu'il y en a une qui est un peu la number one, quoi? Non, ça dépend des moments en fait. Ouais, non, j'ai pas ma chanson favorite absolument. Ça dépend surtout de la scène en fait. C'est vrai que je me rends compte que pendant une tournée, d'un seul coup, dans la setlist, dans l'ordre des chansons, d'un seul coup, je vois celle qui arrive et je me dis, ah tiens, je me rends compte, tiens, je suis super content de la faire et que pendant un moment, je vais me dire, tiens, je me rends compte que celle-là, c'est ma petite préférée du moment, mais ça change. Ok, merci beaucoup. Bonsoir Fabien. Bonsoir. Parmi tous les albums que vous avez créés, il y en a un dont vous interprétez un titre qui est magnifique, 4 saisons. Et celui-là, en ayant parcouru, vu pas mal de concerts, je ne l'ai jamais entendu à nouveau, alors qu'elle est superbe. C'est magnifique, c'est un titre magnifique, avec donc les 2 dernières phrases qui sont superbes. Les petits deviennent des grands et les grands deviennent des vieux. C'est extraordinaire. Ça, merci beaucoup. Est-ce qu'on pourrait la réécouter peut-être ultérieurement? Il faut faire une demande officielle, peut-être un courrier. Non, j'ai fait, je me rappelle, 4 saisons pendant toute la tournée qui a suivi l'album Enfants de la Ville. C'était sur Enfants de la Ville. Et c'est vrai que j'aimais bien ce texte. Et en effet, après, il y a un nouvel album. Donc on fait surtout un nouvel album, on reprend quelques anciens, puis un autre. Là, j'en suis au 8e album. Donc évidemment, on va surtout jouer Reflet. Et puis je vais m'amuser à prendre des anciens, mais c'est vrai qu'il y a de moins en moins de place, puisqu'il y a de plus en plus d'albums. Mais du coup, vous m'avez mis une petite idée, je vais réfléchir. Bonjour, du coup, vous renouvelez quand même pas mal, vous allez naviguer entre la littérature, la musique, le cinéma.
Du coup, Quand même pas mal. Beaucoup. Oui, j'imagine que c'est. Du coup, la question, c'est est-ce que le secret, c'est de ne pas se poser de limites ou même de ne pas y réfléchir finalement pour laisser faire les envies? C'est un peu les deux, je crois. Je me pose pas de limites, mais je réfléchis pas trop. C'est vrai, c'est vrai. Si tu réfléchis là, on vient de tourner tout l'été pour on a fait un film qui sera le biopic de Charles Aznavour. Si tu réfléchis, tu n'y vas pas en vrai. C'est pas possible de faire le biopic de Charles Aznavour. Donc, je pense qu'il ne faut pas réfléchir. C'est vrai que je me lance assez facilement dans une idée, dans un projet. Et du coup, voilà, c'est une idée c'est un conseil que je donne aux jeunes, notamment aux enfants, que ne réfléchissez pas. Voilà, je plaisante. On va prendre les 2 dernières questions avant de passer aux dédicaces. Les meilleures, évidemment. Bonjour, alors je suis un petit peu émue, je risque de trembler, j'osais pas. On est professeur des écoles et on se bat chaque jour pour changer le rapport de nos élèves à l'école. Et je voulais un petit peu savoir quel était, toi, ton rapport justement à l'école quand tu étais plus jeune. Et que faire face à des enfants qui ont un quotidien difficile et qui ont tendance justement à ne plus croire en leurs rêves. Qu'est-ce qu'on pourrait on essaye de transmettre, de faire au mieux, mais c'est pas toujours évident. Et j'ajouterais qu'en fait on étudie beaucoup tes textes en grammaire, justement l'étude de la langue, parce que c'est quelque chose qui les motive et ils apprécient énormément écouter des chansons. Et du coup on rebondit là-dessus pour les motiver. Merci beaucoup. Je trouve que c'est une bonne idée, alors je ne parle pas que de mes textes bien sûr, mais je trouve que c'est une bonne idée en tout cas de faire écouter de la musique et des beaux textes. Voilà, si on écoute Brassens, Renaud, Solar et j'en passe, Diams, il y a plein de très très beaux textes dans la chanson ou dans le rap, et évidemment ça leur parle, et du coup on peut aborder la littérature ou la poésie d'une manière plus moderne, et c'est évidemment des passerelles pour après évidemment faire de la poésie classique, etc. Voilà, et dernière chose sur ce thème-là, il ne faut pas aussi hésiter à les faire écrire. On m'a jamais demandé d'écrire un poème à l'école, c'est tellement dommage. Et si tu veux t'accaparer la langue française, les mots, demande pas un long truc, juste un petit quatrain où tu te présentes et tu cherches à faire des rimes, et d'un seul coup, là ça devient ludique et ils s'aperçoivent que la langue française est un jeu, donc voilà, faut pas hésiter à faire ça. Moi, mon rapport à l'école, j'avais plutôt un bon rapport, j'aimais bien aller à l'école, pas que pour l'école, plutôt pour la cour de récréation et les potes et tout ça, mais en tout cas, voilà, j'ai toujours bien aimé aller à l'école. J'étais pas trop mauvais élève, donc du coup, ça va, j'étais pas en échec. Après, ceux qui n'ont plus trop foi en leurs rêves et qui vont pas bien à la maison et qui sont en décrochage scolaire, malheureusement, là, c'est du cas par cas. Évidemment, il ne faut pas les lâcher très tôt, tout de suite. Vous êtes en école primaire, vous ? Oui, on a des scènes en CM2. Ouais, voilà, pour moi, tous jouent à l'élémentaire. Au collège, ceux qui ont déjà décroché, c'est déjà un peu tard. Donc, en tout cas, il faut les accompagner au mieux. Je sais, moi, j'ai un grand respect pour vous et pour le corps enseignant. Donc, je sais que les conditions ne sont pas idéales, qu'il y a trop d'élèves, évidemment, sur des plus petites classes, tu peux faire du cas par cas. Si vous avez 3 heures, on se pose dans un coin, on en parle. Mais merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. Une dernière question avant de passer aux dédicaces. Bonsoir, merci beaucoup pour votre œuvre qui est vraiment super. J'ai entendu, parce que j'avais une question par rapport au cinéma, justement, vous avez fait déjà 2 films, si je ne me trompe pas, et là il y a donc un biopic sur Charles Aznavour. Et qu'est-ce qui vous a motivé de faire un biopic, justement, ou de changer un petit peu de registre des 2 précédents ? Voilà, c'est un cas très particulier. Il se trouve que j'avais la chance de bien connaître Charles Aznavour, et ce biopic-là, on en avait même parlé ensemble. Et, en gros, il nous avait quasiment même validé. On allait commencer ce projet-là de son vivant. Quand je dis nous, c'est Jean Rachid à la production et c'est mon pote Mehdi avec lequel j'ai réalisé les 2 premiers films. Et voilà, il est décédé un peu au moment où on allait lancer le projet. Donc du coup, évidemment, on ne l'a pas fait là. On a laissé passer quelques temps et quelques années après, on a envie de le faire. La famille d'Aznavour a envie que ça se fasse. Donc du coup, voilà, on se sent en tout cas fort de cette légitimité-là parce qu'il nous avait dit oui à nous, quoi. Et on sait aussi ce qu'il avait envie de raconter dans ce film. Et sans rentrer dans les détails, on s'intéresse surtout à l'avant-succès, quoi, à sa jeunesse. Voilà, merci. En tout cas, l'album s'appelle Reflet, il est magnifique, l'artiste est Grand Corps Malade. Vous pouvez l'applaudir une nouvelle fois. Merci.
Pardon. Pardon. Alors, ceux qui sont assis, je vais vous demander de rester assis. On va faire les choses dans l'ordre, donc on va commencer de gauche à droite et on va faire de rangée par rangée pour les dédicaces. Pour ceux qui sont debout, on va vous demander de faire une jolie file derrière les personnes assises et on viendra vers vous du coup dès que toutes les personnes assises seront passées en dédicace. Je vous remercie. Juste pour vous dire, en tout cas, sachez une chose, c'est que Fabien est un artiste qui achète ses propres disques et il va l'acheter, donc faites de même. Ça porte bonheur, exactement.